Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Pourvoyeur d'opportunités d'emploi, le secteur informel occupe, selon les statistiques, plus de 90% des personnes actives au Bénin. Dynamique et productif, ce secteur impacte sans doute positivement l'économie. Mais il échappe au contrôle de l'État qui, directement ou indirectement, y joue quand même un rôle. Que devrait être le rôle de l'État et qu'est-ce qui se fait dans la pratique de tous les jours? Kassim Assouma est sur ce plateau pour nous répondre. Il est docteur en anthropologie et chercheur en sciences sociales. Kassim Assouma, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hamel. En termes simples, comment peut-on définir le secteur informel? Merci pour votre question. En réalité, la notion de l'informel dans l'économie est une notion qui n'est pas univoque. Ça veut dire que ça n'a pas une définition qui fait l'unanimité. Et l'informel est apparu dans l'économie à partir d'un certain nombre d'activités. Il y a d'abord un anthropologue britannique qui a fait des observations dans l'économie au Ghana et a constaté qu'en milieu urbain autour d'Accra, il y avait un certain nombre d'activités économiques qui ne cadraient pas vraiment avec la perception capitaliste du travail pour pouvoir cerner toutes ces activités dans l'économie locale, dans l'économie d'Accra, et les a catégorisées donc comme des activités informelles. La même année, autour des années 1973, le BIT, le Bureau international du travail, a demandé à des experts au Sénégal d'observer un peu le fonctionnement de l'économie du pays. Et ils sont parvenus à la conclusion aussi qu'il y avait une forme d'informalité dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises de l'économie kenyane. À partir de là, il y a ce qu'on a appelé plus tard le human informal, c'est-à-dire l'informel urbain, qui est apparu et qui a commencé par se développer dans la littérature, dans les sciences sociales, où il y a eu beaucoup de travaux pour comprendre ce qu'est vraiment ce côté informel de nos économies en Afrique subsaharienne et dans beaucoup de pays en développement. Et pour faire court, depuis un demi-siècle, les institutions internationales, notamment le BIT, a beaucoup travaillé pour avoir un concept qui fait l'unanimité sur ce qu'on peut catégoriser comme informel dans les économies des différents pays. Mais malheureusement, il a été très difficile jusqu'à présent de parvenir à avoir l'unanimité autour de ce concept. C'est ça qui fait d'ailleurs que cet investissement de l'OIT et d'autres institutions internationales pour avoir une définition, un concept qui fait l'unanimité a fait que beaucoup de chercheurs ont dit que la notion de l'informalité est une création des institutions internationales. En fait, c'est juste un concept qui a été utilisé pour catégoriser quelque chose qui existait dans les économies africaines il y a bien longtemps. En fait, quand on parle d'économie informelle chez nous, on a tendance à croire que c'est la partie de l'économie qui n'est pas contrôlée par l'État. Mais lorsque je vous suis, je constate que nous avons deux idéologies dans la période des années 73, c'est-à-dire l'idéologie socialiste et l'idéologie capitaliste. Et les institutions appellent informels les secteurs d'activité qui échappent à ces deux définitions ou à ces deux logiques économiques, c'est-à-dire socialiste, capitaliste. Et donc, on n'arrive pas à les classifier, donc on dit informel. Je ne sais pas si je vais faire comprendre ou... Enfin, non, c'est pour aider les téléspectateurs. Je comprends bien votre lecture de la chose. Ça, c'est la façon dont on appréhende, la façon dont les gens essaient de catégoriser les activités qui ne sont pas informelles. Oui. C'est-à-dire, on tend à affirmer que ce sont des activités qui n'ont pas de relation avec l'État. Or, ce n'est pas le cas. Nous allons y revenir. Mais de toutes les façons, le concept, à la fin, il y a un minimum d'entente autour du concept, c'est-à-dire le BIT est parvenu à une définition qu'on appelle multicritère. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères que le BIT a retenus pour pouvoir définir l'informel. Et au niveau de chaque pays, on essaie d'adapter cette définition pour avoir ce qu'on catégorise comme informel. Il y a deux aspects qui figurent. Il y a la notion de la réglementation de la loi. C'est-à-dire qu'on pense que les activités qui sont catégorisées comme informelles sont les activités qui ne sont pas suffisamment couvertes par la réglementation. Il s'agit donc des travailleurs, mais il s'agit également des entreprises. Donc, c'est eux qu'on tend à catégoriser comme informels. Et au Bénin, pour opérationnaliser, il faut dire que chaque acteur du Bénin, en fonction de ses besoins, essaie d'opérationnaliser et de façon croisée, quand on a fait une analyse croisée de toutes les définitions qui existent, il s'agit d'un certain nombre d'activités économiques qui produisent du travail, de l'emploi et qui produisent des revenus aux populations et qui leur permettent de survivre. De façon générale, c'est ce qu'on peut mettre au niveau de l'économie informelle au Bénin.
Oui, allez-y. Oui. Maintenant, de façon très claire, pour clarifier un peu par rapport à votre dernière intervention, quand vous regardez dans nos économies, l'informel est la caractéristique dominante. Il n'y a pas une ligne de démarcation nette entre ce qui est formel dans l'économie et ce qui est informel. Pendant qu'on est l'informel, ça représente quoi dans l'économie béninoise? L'informel dans l'économie béninoise, quand vous prenez notre économie, si je pars sur le marché de l'emploi, l'économie informelle, c'est plus de 9 travailleurs sur 10 au Bénin. C'est-à-dire au-delà de 90% des travailleurs du Bénin sont dans l'économie informelle. Il y a plusieurs études qui ont été effectuées depuis les années 90 qui ont montré que c'est des statistiques toujours au-dessus de 90% de la main-d'œuvre occupée qui exerce dans l'informel au Bénin. Ça, c'est important. Après, quand nous prenons l'économie, même les unités de production informelles qu'on appelle UPI, c'est-à-dire les entreprises, c'est 9 entreprises sur 10 au Bénin qui exercent dans l'économie informelle. Ça veut dire que vous pouvez constater que c'est la partie dominante de notre économie qui est dans l'informel. On peut regarder un peu plus loin pour voir comment l'économie informelle est structurée. Et vous allez constater que c'est le monde agricole qui est vraiment dominant dans l'économie informelle. C'est 36% des travailleurs du monde agricole et des unités agricoles qui sont dans l'informel. Mais les autres ne sont pas moindres, c'est-à-dire l'informel est diffus dans l'économie béninoise. Vous allez constater que le secteur du commerce représente le tiers environ, les services. C'est-à-dire tout ce qui est transport, tout ce qui est service qu'on retrouve, c'est le tiers à peu près également. Et le secteur industriel est aussi environ le tiers dans l'économie béninoise. Donc, le tiers de la part de l'informel dans l'économie béninoise. Donc, en général, c'est à tous les étages, à tous les niveaux de notre économie qu'on retrouve l'informel. Donc, l'informel, c'est le cœur même de notre économie. Quelle est la relation que l'État entretient avec l'informel? Et on peut voir ça sous plusieurs angles. Et vous allez voir ça avec nous. Qu'est-ce que l'État doit faire aujourd'hui? Et qu'est-ce que l'État fait? Très bien. Une perception qui est erronée, qui a été développée pendant longtemps, c'est d'affirmer qu'il n'y a pas une relation entre les acteurs de l'informel, que ce soit travailleurs, que ce soit économie et l'État. Et la littérature, les travaux scientifiques ont montré suffisamment dans plusieurs pays d'Afrique que c'est une fausse perception. Il y a toujours une relation entre l'État et les acteurs de l'informel. Ces relations varient en fonction des régimes politiques en place dans chaque pays. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, l'informel est en quelque sorte une production de l'État. Je m'explique. Quand, dans nos travaux, nous avons adopté une épistémologie un peu plus micro, en rentrant dans la compréhension de l'informel à partir du sectoriel, nous nous sommes rendus compte que la question de la régulation semble être au cœur de la définition que les acteurs de l'État donnent à l'informel. Mais quand vous prenez les différents acteurs de l'État, ils n'ont pas la même perception par rapport à l'informel. Si vous prenez les services de proximité de l'État, le street net bureaucratie, comme on dit, c'est eux qui donnent une certaine forme à la politique mise en œuvre par l'État. Les gens des services des impôts vont vous dire que les établissements informels ou les acteurs informels sont des gens qui ne payent pas l'impôt. Les patentes. Mais ce qui n'est pas tout à fait juste. Mais oui, et il arrive de voir les taxes qu'ils prennent au marché, par exemple. C'est l'État qui prend. Il y a plusieurs formes de taxes que l'État a mises en place que les informels payent. Parfois même sur le lieu d'exercice de leur travail. Et aujourd'hui, le cadre normatif que l'État a prévu pour se formaliser pose un problème. C'est-à-dire c'est l'État qui détermine quelles conditions remplies pour être formel ou informel. Mais malheureusement, il y a un cadre normatif qui existe, mais la pratique, c'est-à-dire la norme pratique sur le terrain et les normes sectorielles nous mettent en situation d'une pluralité de normes. Et la pluralité de normes est telle que l'État lui-même, de sa position, dans certains secteurs, a défini un certain nombre d'enregistrements administratifs pour les acteurs. L'État, dans la loi, a demandé aux émigrants, par exemple, d'aller s'enregistrer dans les mairies. L'État a demandé aux femmes de marché d'Antopa d'aller s'enregistrer auprès de la SOGEMA. Et dans toutes les communes, les administrations locales ont des registres
sur l'ensemble des acteurs économiques qui sont sur leur territoire. Ils perçoivent des taxes chez ces acteurs-là. Mais la norme qui prévoit la formalisation ne tient pas compte de ces types de reconnaissance administrative. Il faut aller, juste un passé récent, avoir l'IFU, aller au niveau de la chambre du commerce, avoir le numéro de registre de commerce, d'abord pour commencer. Ensuite, il faut payer, il faut justifier le paiement, la régulation vis-à-vis de l'impôt. Mais les taxes que les autres payent, ce qu'on leur donne comme preuve de paiement ne permet pas d'avoir l'attestation fiscale qu'on demande pour avoir la formalisation. Mais c'est l'État qui a demandé qu'il paye l'État sous des autres formes. Mais ce que l'État prévoit pour être reconnu, c'est un autre type de documents qu'il ne peut pas avoir en payant toujours les taxes. Vous voyez un peu. Mais ça pose quand même un problème. C'est pourquoi nous sommes venus à cette conclusion. Et ce n'est pas seulement au Bénin. Dans la plupart des pays, l'État fonctionne à plusieurs vitesses. Il y a un cadre normatif qui est là, mais il y a les réglementations sectorielles qui permettent aux gens de payer les taxes, de faire une reconnaissance administrative. Mais il y a un autre aspect qui est encore plus fondamental ici, c'est le troisième volet, qui est la protection sociale. Parce que dans l'esprit du BIT des institutions internationales, ce qui est plus important pour un travailleur, pour considérer qu'il est formel, ce n'est pas qu'il paie seulement les taxes ou qu'il est reconnu par l'État. Mais c'est aussi qu'après avoir travaillé, il puisse avoir la protection sociale. Si pendant qu'il travaille, après un certain nombre d'années, il tombe malade, il faut qu'il puisse se soigner. Si pendant qu'il travaille, il va à la retraite, il a un certain âge, il faut qu'il puisse se reposer. Les conditions d'un emploi décent. Donc, il y a un certain nombre de conditions pour avoir une protection sociale et pour avoir un emploi décent. Mais malheureusement, le législateur chez nous, parce que quand on parle de l'État, on ne voit pas que le gouvernement. Ce n'est pas que le gouvernement. Non, on parle beaucoup du législateur ici maintenant. Bien sûr. Le législateur, c'est eux qui fixent les cadres normatifs, puis c'est eux qui font les lois, la légifération. Le législateur n'a pas tenu compte d'un certain nombre de pratiques de protection sociale qu'il y a dans nos pays pour un certain nombre de types de travailleurs, ce qui fait que les gens ont des mécanismes de protection sociale endogènes qu'on ne considère pas, qui font qu'on continue pas à les considérer comme des travailleurs informels. Je vous donne deux exemples simples. Le premier exemple, vous prenez les éleveurs, les Peuls, la communauté des éleveurs du Bénin. Généralement, c'est des gens qui ont pour pratique de constituer un troupeau de bœufs. Après la naissance d'un enfant, on met un bœuf, qu'on dépose une vache qui commence par se multiplier. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça constitue un troupeau. Il y a toujours dans son troupeau un troupeau tampon, un certain nombre de têtes tampons qui sont là. Et ces têtes tampons, cette tête de bête, de bœuf ou de vache, représente une réserve où on va puiser quand l'enfant tombe malade et que ça nécessite beaucoup de ressources. On peut prendre une bête qu'on va vendre au marché à 300 000, à 500 000, une ou deux, pour aller le soigner. Quand l'enfant veut se marier, on prélève dedans, on vend pour organiser le mariage. Donc, c'est un fonds qui a un rôle endogène de protection sociale, qui garantit à l'enfant ou à la personne dans sa croissance d'avoir de la réserve pour s'entretenir. Mais aujourd'hui, on dit pour avoir la protection sociale, il faut avoir l'assurance. Il faut souscrire à l'assurance ou il faut souscrire au niveau de la CNSS. Si on ne considère pas que tu as un mécanisme de protection sociale, on ne peut pas te classer comme formel. Mais ces services-là ne sont pas proches des populations. Ça ne rentre pas dans les pratiques des populations. Est-ce que ceux-là, on va leur demander de vendre toutes leurs têtes de bœuf pour aller épargner l'argent au niveau de la CNSS pour avoir une pension de retraite avant de considérer qu'ils ont une protection sociale? Ils ne vont jamais s'épanouir de cette façon-là. Évidemment. Et quand vous connaissez un peu, ils sont les plus proches d'eux, quand je suis allé sur le terrain, ce sont les CLCAM. Et quand vous connaissez un peu comment les gérants de CLCAM, à un moment donné, ont disparu avec des caisses et tout ça. Les problèmes clientants par rapport évidemment, au CLCAM, donc ça fait que les gens là, la méfiance. Ils ont plus confiance à leur mécanisme traditionnel de protection sociale. Mais jamais. On ne considère pas ça. Si vous prenez un dernier exemple, les commerçants du marché d'Antwerp, c'est un cas aussi que nous avons beaucoup étudié. Aujourd'hui, on veut que les dames qui sont commerçantes, qui passent de l'argent à la banque, viennent épargner de l'argent, déposent ça dans un compte, juste pour se garantir une retraite après leur vieillesse. Alors que ceux-là sont toujours en quête d'aller prendre de l'argent quelque part, d'aller faire des prêts pour développer leur activité. Ils ne trouvent pas ça d'un bon oeil. Et ce qui a été vraiment la goutte d'eau, bien la cause fondamentale du développement d'autres stratégies à leur niveau. Vous vous rappelez des banques qui ont fait banqueroute? Bien sûr. BCD, BBD. En ce moment-là, au moment où le Bénin a connu cette crise économique, il y a beaucoup de commerçants d'entreprises qui ont vu leur fonds de commerce partir. Et depuis ce temps, au lieu d'aller déposer leurs ressources à la banque, c'est des gens qui préfèrent investir dans le mobilier ou dans le foncier. Et donc, ils construisent des maisons.
ils investissent déjà dans leurs enfants qui vont étudier pour des sources de revenus pour prendre soin d'eux quand ils seront âgés. Mais ils investissent aussi dans les maisons qu'ils mettent en location et ils sont sûrs que pour le vieux jour, la rente qu'ils vont avoir sur les locations, sur l'immobilier, tout ça, sur le foncier, peut leur permettre de tenir leur vieux jour quand ils ne pourront plus aller au marché. Et donc, ça, c'est des pratiques que les gens ont développées. Ce sont des mécanismes endogènes que les gens ont développés. Et maintenant, vous comprenez avec moi que le cadre normatif ne tient pas compte de ça. Donc, les lois, telles qu'on les adapte, telles qu'on les met en œuvre, telles qu'on les opérationnalise, ne permettent pas, dans nos pays, à prendre en compte tout ce qu'il faut pour considérer réellement, pour détecter réellement dans la société ceux qui sont des travailleurs informels ou ceux qui ne le sont pas, les entreprises qui sont informelles ou celles qui ne le sont pas. Et donc ça, c'est ça qui fait que beaucoup de travaux ont montré que l'État participe à la création de l'informel, en élaborant une pluralité de normes avec des normes sectorielles. Vous voyez un peu, avec des normes pratiques que les gens développent. Aussi par ailleurs, vous voyez, on est en difficulté de ne pas voir un rôle de l'État dans le développement de l'informel. Est-ce qu'avec ça, aujourd'hui, on peut dire que l'économie informelle est indispensable pour le développement? Non, ce n'est pas une question de dispensable ou de non dispensable. Mais le fonctionnement de nos économies est tel que l'informel n'est pas à part. Dans notre économie, est disséminé dans quand vous regardez le plan national de développement, le PND du gouvernement en 2017 ou 2018, si ma mémoire est bonne, il est clairement mentionné que sur la période 2000 à 2015, le secteur informel a contribué à la création des richesses. Personne ne peut le nier. D'environ 60% à 70%, entre 60 et 70% chaque année. Donc ce n'est pas un secteur qui ne contribue pas à la création de la richesse. Ça, c'est fondamental. Maintenant, est-ce qu'il faut travailler à réduire l'influence ou l'impact de l'économie informelle? Je pense que ce qu'il faut travailler à régler, c'est quoi? Si c'est un secteur, si c'est même pas un secteur, dans le développement des concepts au niveau international, on parle d'économie informelle. Ce n'est pas qu'un secteur, c'est dans tous les secteurs. Si l'informel représente 90% et contribue à 60-70% à la création de richesses, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est un problème qui se pose. Il faut travailler à améliorer le mécanisme de collecte des impôts, le mécanisme de contrôle des activités. Et ce n'est pas que les gens ne payent pas, il y a beaucoup de pertes aussi dans le mécanisme de collecte des impôts. Et ça, c'est le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle des acteurs. Ce n'est pas le rôle des acteurs. Et une réalité qu'il faut aussi reconnaître, c'est que l'informel, tel qu'on en parle, ce n'est pas forcément que l'informel est complètement dissocié du formel. Si vous prenez les grandes structures, prenez les grandes boîtes de télécommunications, j'aime donner souvent cet exemple. Si vous prenez MTN ou Celtis qui est né récemment, c'est les cabines téléphoniques qui ce sont les gens qui vendent à la sauvette dans la rue les unités qui permettent à ces boîtes de tourner. Si vous enlevez les cabines téléphoniques, les gens qui font les forfaits, les mobile money, ces entreprises peuvent tourner comment? Or, tout cela, c'est une chaîne en fait. Donc, il y a une forte imbrication entre le formel et l'informel. La dernière fois, les gens qui sont dans l'agriculture m'ont donné les gens, mais le coton que nous cultivons, nous les cotonculteurs nous appellent informel, alors que c'est nous qui produisons le coton. Mais la structure qui place le coton au niveau international, c'est une structure formelle. C'est une structure de l'État. Est-ce que le cotonculteur peut ne pas payer les taxes de l'État? Si vous connaissez bien le mécanisme de paiement des cotonculteurs, c'est à la source. Bien sûr. C'est à la source. Donc, pensez même qu'il n'y a pas de relation, que ces gens-là ne payent pas. C'est l'État qui les paye, justement. Justement. Donc, ils sont en relation très poussée avec. Et les acteurs de l'informel influencent fortement les politiques de l'État. Les dynamiques politiques, nous avons étudié beaucoup les dynamiques politiques entre l'économie informelle et les acteurs de l'État. Et aujourd'hui, si vous prenez un milieu comme le milieu des émigrants, au début, c'était une activité prohibée, ce n'était même pas informel. C'était une activité qui était combattue dans des villes comme Cotonou. Mais c'est les dynamiques politiques, les réseaux politiques, leur vitalité associative. La dynamique associative qui a fait qu'ils ont pu composer avec les décideurs, surtout à partir de la démocratisation, les décideurs à la base, pour avoir un certain nombre de reconnaissances administratives pour commencer. Vous vous rappelez du président Soglo, qui a pris cette loi pour reconnaître les émigrants. Après, le président Kérékou a voulu lutter un peu, ça n'a pas marché, il a fini par créer un projet, manière pour eux. Bien sûr.
Mais ça n'a pas prospéré. Le président Yahi est venu, il a pris plein de mesures pour les émigrants. Il les a aidés à remplacer leurs motos qui étaient des motos très polluantes avec des motos à 4 ans en subventionnant. Et ça fait la promotion d'une activité qui était une activité de débrouille, qui était une activité prohibée, qui est devenue maintenant une activité qui est là. Bon, est-ce qu'on peut toujours parler d'informel dans ce cas? Évidemment. En fait, la catégorisation, le concept informel, par exemple, pour les taxis-motos, n'est pas un concept qui est juste. Et comme je vous l'ai expliqué, chez les éleveurs, par exemple, quand on les traite d'informels, ce n'est pas un concept qui est juste parce qu'il y a les éleveurs sédentarisés qui sont reconnus au niveau des communes, qui payent les taxes et qui ont des mécanismes propres pour leur protection sociale. Donc si on intègre, si la loi, si le cadre normatif intègre réellement tout ce qu'il faut intégrer dans les réalités du milieu, ce n'est pas juste de continuer par appeler, désigner ceux-là comme informels. Oui, et même quand ils veulent exporter ces bêtes, ils doivent aller les vendre, ou même quand ils doivent les amener dans les abattoirs, dans toutes ces opérations, l'État perçoit toujours des taxes. Évidemment. Vous savez, dans d'autres régions du monde, comme en Amérique latine, les gens ne parlent pas d'économie informelle, on parle d'économie populaire. Parce que qui représente 90% de l'économie, par rapport à 10%, ou même 80-70% chez eux. C'est l'économie populaire, parce que c'est l'ensemble de ces activités que tout le monde voit au quotidien qui permet à la société de tourner, qui permet à la population de vivre, qui permet au pays d'être, qui donne une certaine identité au pays. Alors, une certaine culture au pays. Kassim Assouma, oui. Nous allons parler de perspectives en ce qui concerne l'économie informelle. Oui. Et c'est vrai que c'est mélangé avec ce qu'on appelle l'économie normale ou tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on parle de l'économie formelle, tout ce que vous avez expliqué, qu'on peut appeler de l'économie formelle, qui échappe plus ou moins au contrôle de l'État, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut envisager comme perspective pour que cette partie de l'économie puisse participer plus au développement? Ok, déjà j'insiste, ce n'est pas une partie de l'économie qui échappe au contrôle de l'État. Peut-être que l'État n'arrive pas à taxer ou à fiscaliser suffisamment ou ne contrôle pas la façon dont... Je préfère fiscaliser. L'État ne contrôle pas la façon dont c'est fiscalisé pour tirer le maximum de ressources. Mais il contribue, ça n'échappe pas totalement à l'État. Excusez-moi. Et donc ça, c'est déjà ça. Mais quelles sont les perspectives pour moi et pour les scientifiques de plus en plus? C'est un vieux débat scientifique. L'informel n'est pas une thématique nouvelle dans les sciences sociales. Non, pas du tout. Le professeur Johnny Gay a beaucoup travaillé là-dessus. Il a passé presque toute sa carrière à parler de ça. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est améliorer la capacité de l'État à contrôler, comme vous dites, à mieux intégrer les activités catégorisées d'informels dans la manière de mesurer l'économie, dans la manière d'appréhender les recettes au niveau national. Il y a un travail à faire au niveau de l'État pour améliorer. Une sorte de meilleure régulation, si on veut. Vous avez parlé tout à l'heure, si vous allez dans les petits marchés, si vous voyez un peu les travailleurs, les commerçants ambulants, si vous allez dans les petits marchés dans nos villes, vous allez vous rendre compte que pour le même acteur informel, il y a tellement de taxes qu'eux-mêmes ne savent plus ce qu'on paie. Et on te dit, mais la mairie est passée, on a payé quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Chaque jour, on doit payer quelque chose à l'agent collecteur. Après, au marché, il faut payer peut-être pour la location de la place, mais après ça, on dit qu'il faut payer quelque chose en plus. Après, les douaniers peuvent venir matin dans le marché et commencer par... ramasser même les trucs qui disent que vous n'avez pas des douaniers. Évidemment, alors que la structure qui a importé déjà le produit au port a fait un premier niveau de dédouanement, a dédouané. Mais finalement, qu'est-ce que le douanier doit venir chercher encore chez le revendeur qui est dans la chaîne de distribution de ce que l'autre a dédouané déjà au port? Donc les acteurs se perdent un peu. Ils se perdent. Donc il y a certains pays qui l'ont adopté, qui ont marché ce qu'ils appellent la taxe unique. Le travailleur informel, donc il faut que l'État fasse une catégorisation des différents types de travailleurs informels par secteur, par filière, et détermine quelle est la taxe exacte, tout y compris que l'acteur qui est dans tel secteur doit payer. C'est lourd comme travail, mais ce n'est pas impossible. Et à la fin, tout le monde est tranquille. Si
la commerçante de bouillie qui est sur le carrefour quelque part dans un quartier populaire sait qu'elle doit payer telle taxe chaque mois ou chaque semaine, si elle paie, ou chaque année, si elle paie, elle sait qu'elle a fini pour ce qui concerne le paiement de la taxe. Mais l'autre chose qui est fondamentale, il n'y a pas que les taxes. L'autre chose qui est fondamentale sur laquelle l'État doit réfléchir, l'État a commencé, je pense, c'est la protection sociale. Parce que les gens payent les taxes, ils sont reconnus, mais sans la protection sociale, le travailleur reste informel dans le concept du BIT. Parce que quand il n'y a pas une protection sociale, il y a toujours un problème important à régler au niveau de nos travailleurs. Merci Kassim Assouma. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Comme dans tous les pays en voie de développement, le Bénin a une économie informelle assez développée. Et selon les explications de notre invité Kassim Assouma, docteur en anthropologie et chercheur en sciences sociales, l'implication de l'État est plus qu'indispensable pour réguler ce secteur pourvoyeur d'emploi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.